Quand j'étais à l'école, mes professeurs m'ont traumatisée en me disant que j'étais une girouette. Et donc, c'était une force, mais ils l'ont vu comme une faiblesse. Les jeunes de 15 ans, si tu leur poses la question, ils ne veulent pas aller à l'UNIF, ils considèrent que tout ce dont ils ont besoin est sur YouTube. La construction des compétences, la construction de la structure de pensée, etc., ça se fait au travers du digital. Et donc, c'est comment les parents accompagnent les enfants là-dessus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Girl Squad. Alors aujourd'hui un format un petit peu particulier, mais autant de choses intéressantes à raconter et une personnalité inspirante encore une fois. Bienvenue Claudia. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Girl Squad, c'est l'émission 100% féminine de Startup Vie, l'émission qui raconte l'entrepreneuriat vu et vécu par les femmes, avec tout ce que ça comprend comme difficultés, mais aussi comme clés et outils pour les dépasser et éventuellement pour toi aussi entreprendre. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire, nous faire part de tes suggestions, des personnes que tu aimerais voir en plateau, des sujets que tu aimerais qu'on aborde. Tout est dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de dématérialisation, de numérisation, de digitalisation, de tout ce que ça implique pour les business, mais aussi pour les gens qui le font. Et on a vraiment une experte de ces nouvelles technologies avec nous en plateau, puisque Claudia, toi, aujourd'hui, tu présentes un podcast sur le NFT, la blockchain, le Web3, toute cette nouvelle technologie. Mais avant ça, tu as expérimenté un petit peu pas mal de choses dans ta vie. Tu nous l'expliquais, tu as une appétence pour le changement. Oui, j'expliquais en off que quand j'étais à l'école, mes professeurs m'ont traumatisée en me disant que j'étais une girouette. Et donc, c'était une force, mais ils l'ont vu comme une faiblesse. Et donc, très longtemps, j'ai été inscrite dans cette dynamique d'échec parce que manque de confiance en moi, parce qu'on m'avait renvoyé une image négative de ce qui était mon moteur, en fait. Et en me faisant coacher tout au long de ma vie professionnelle, ce que je conseille à tous les entrepreneurs, évidemment, je me suis rendu compte que c'était une caractéristique d'un type de personnalité que sont les bâtisseurs. Donc en coaching, il y a 4 grandes familles, les passeurs, les 3 autres, je ne sais plus. En tout cas, je pas intéressant pour toi. Voilà. Les bâtisseurs, donc en général, c'est ceux qui mettent la première pierre, c'est ceux qui lancent les choses. On dit que c'est ceux qui éclairent le chemin avec la lanterne, qui débroussaillent le chemin. Et c'est des types de personnalités. Et donc, c'est évidemment des gens qui cherchent les chemins à débroussailler et qui cherchent les terrains où il faut construire. C'est symbolique, ce que je vous raconte. Je ne suis pas entrepreneur. Tu cherches pas de terrain. Voilà. Alors, c'est très chouette de se rendre compte à un moment donné qu'en fait, ce qu'on vous a fait passer comme une faiblesse enfant est en fait une force. Et qu'en fait, il faut appuyer sur ces forces et oublier ses faiblesses pour devenir un bon entrepreneur. Et donc j'ai laissé, en vieillissant, j'ai laissé de plus en plus de ça, cette dynamique je vais chercher mon énergie dans le changement, dans la nouveauté, dans la construction. Et puis quand le projet est lancé, eh bien, ça m'intéresse un peu moins. Et là interviennent les 3 autres grandes familles qui sont nécessaires pour construire un projet. Donc on dit que pour un projet, il faut les 4 grandes familles, des grandes familles de personnalités. Parce qu'évidemment, si vous ne comptez que sur moi, il n'y a jamais rien qui se construit parce que je mets la première pierre et puis je m'en vais. Donc voilà. Donc oui, je m'inscris dans le changement, c'est ce qui m'intéresse et c'est surtout ce qui m'a donné l'opportunité de faire une carrière dans le digital. Parce qu'évidemment, comment on fait le lien entre ça et le digital ? Eh bien, donc, comme tu disais, j'ai fait toute ma carrière dans la presse. Et très vite, je me suis rendu compte, dès que les réseaux sociaux sont arrivés, je me suis très vite rendu compte, parce que je suis quelqu'un de très instinctif, qu'à moyen terme, je ne pourrais plus faire mon métier de la même façon. Et donc, comme je suis quelqu'un d'insécurisé, dès que je ne comprends pas, je panique. Et donc, je me mets en quête d'apprentissage, pas tellement parce que je veux comprendre, mais parce que je veux contrôler. Alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est mon mode de fonctionnement. Quand je ne contrôle pas, je flippe. Et donc, moi, mon contrôle, je l'ai trouvé dans la connaissance. Parce que quand je comprends les choses, alors j'ai le sentiment de les maîtriser. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans mes formations digitales. J'étais dans ma carrière dans la presse et j'étais attachée de presse. Et je sentais que vraiment, le métier allait changer. Mais c'était instinctif, je ne savais pas mettre de mots dessus.
Et tout de suite, je me suis formée. Donc, je me suis formée au digital, je me suis formée au SEO, je me suis formée à la maîtrise des réseaux sociaux, je me suis formée à tout ce qui était stratégie digitale. Mais quand je vous parle de ça, il y a 12 ans, donc c'était au tout début, puisque Facebook est arrivé il y a 15 ans maintenant. Donc, et à cette époque-là, on mettait des photos de nos pieds sur Facebook et on ne savait rien faire d'autre. Il n'y avait pas de réel, il n'y avait pas de stories, il n'y avait pas de campagne. Ouais, c'était pas le même usage qu'aujourd'hui. On Non, était pas très du tout. copains d'avant. Voilà, exactement. Et donc, c'est vrai que quand on regarde 15 ans en arrière, on se rend compte que la société s'est profondément transformée. Donc, les réseaux sociaux, je vous rappelle quand même que quand Facebook est arrivé, les gens disaient « Oh, c'est horrible, on n'aura plus d'amis ». En fait, le digital, il entre dans nos vies de plein de façons. Et il y a de nouvelles découvertes technologiques, avancées technologiques qui entrent dans nos vies et qui se superposent les unes aux autres. Il est prouvé qu'en fait, Facebook n'a pas remplacé le téléphone, TikTok n'a pas remplacé Facebook. Alors, on veut croire, mais non, en fait, Facebook est toujours là. Et pourtant, TikTok est le premier réseau social au monde. Snapchat n'a pas tué TikTok. Bien sûr qu'il y a des réseaux sociaux qui meurent, mais ceux qui restent ne tuent pas et n'effacent pas les autres. Et donc, c'est vraiment des surcouches technologiques qui s'accumulent les unes aux autres. Et ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est comment le consommateur, lui, intègre ça dans sa vie et passe de l'une à l'autre sans se rendre compte. Je vais dans un magasin, mais j'achète sur le site. Je fais mon pré-shopping sur le site, je commande et je vais le chercher en magasin. Comment je réserve des voyages sans jamais avoir vu un pays et sans jamais avoir eu un interlocuteur qui est aujourd'hui un agent de voyage. Et donc, on se rend compte aussi que la technologie est là. Elle tue des métiers, mais elle en fait naître plein. Et donc, quand je vois les surcouches technologiques, par exemple la blockchain, les NFT, parce que vous disiez que j'avais un podcast. Pourquoi j'ai fait ce podcast? Parce que comme j'ai fait toute ma carrière dans la presse, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qu'on avait besoin, c'était de spécialistes. Mais quand on travaille dans un groupe média, on ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc, je me suis dit, mais là aussi, le métier change. Donc, j'étais attachée de presse, puis je suis devenue directrice des rédactions de plusieurs titres francophones féminins. Et puis, je suis devenue directrice générale de ce groupe-là. Et puis voilà. Et puis, plus j'avance, je vous expliquais que ma vie, c'était des cycles. Je fais des cycles qui sont en général de 6 ans. Et à chaque fois que je finis un cycle, je me dis, il y a autre chose. Et en fait, les gens me disent, oh, la blockchain, mais toi, tu changes tout le temps de carrière, tu rebondis, tu te réinventes. Mais non, en fait, la blockchain, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est le prolongement de ma carrière digitale. J'ai commencé par de la stratégie digitale, j'ai évolué avec les réseaux sociaux, puis je me suis spécialisée dans tout ce qui était expérience utilisateur. Parce que le digital sans expérience utilisateur, ça ne marche pas. Expérience utilisateur, stratégie de contenu, qu'est-ce qu'on raconte, à quelle cible, sur quel canal, comment, sur quel ton, sous quelle forme. Et puis, la suite logique, c'était de se dire, tiens, ok, j'ai fait le tour de ça, c'est quoi la prochaine évolution technologique? Eh bien, j'avais fait le tour dans le Web 2 et je suis rentrée dans le Web 3. Le Web 3, c'est la technologie basée sur la technologie de la blockchain, qui est une technologie décentralisée. Donc, il n'y a plus de tiers de confiance. Qu'est-ce que c'est un tiers de confiance? C'est par exemple Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, si tu te mets une photo de toi un peu trop sexy, il peut décider de bloquer ton compte. Il y a un tiers de confiance qui a tout pouvoir sur ton historique, ton compte, ta vie digitale. Eh bien, la technologie de la blockchain, il n'y a plus de tiers de confiance, donc il n'y a plus personne qui peut décider à ta place, puisque c'est la collectivité qui décide. Et donc, c'est l'évolution, on dit que c'est donc le web de la blockchain, c'est le web de la propriété. Alors, qu'est-ce que c'est la propriété? C'est, si tu vas chez Ikea, tu achètes un canapé, tu rentres chez toi, tu installes ton canapé, et puis tu te dis, ah, zut, j'ai besoin d'un tapis de bain, je retourne chez Ikea. Et ce jour-là, tu tombes sur une caissière qui est vraiment mal lunée, et tu te prends en grippe avec elle, et tu cries sur elle parce que il fait chaud, tu es fatigué, peu importe, ça peut arriver à tout le monde. Ikea n'a aucun droit de venir chez toi en disant, vous n'avez pas respecté les conditions générales d'Ikea, vous avez été désagréable avec la caissière, donc je vais rentrer chez vous, et je vais venir chercher votre canapé. Et votre canapé que vous avez payé, que vous avez acheté, dont vous êtes propriétaire, eh bien, c'est fini, je le reprends. Si on vous fait ça dans la vraie vie, dans le Web 2, dans la vraie vie physique, vous allez dire, mais ils sont fous, Ikea, ils pètent un câble, c'est pas possible. Je l'ai acheté, c'est à moi, j'ai la facture. Sur le web, sur le digital, on a perdu le sens de la propriété. Je prends un exemple très concret. Moi, je suis de la génération Apple, musique
que j'achetais sur Apple. Je ne sais pas si vous êtes de cette génération-là, je ne crois pas quand je vois vos têtes, vous allez être beaucoup plus jeune. Eh bien, sur Apple, on achetait de la musique. On achetait de la musique. Et vous accumuliez votre musique et vous écoutiez votre musique. Et puis un jour, vous changez d'ordinateur et vous ne savez pas pourquoi, ça bug et vous perdez votre musique. Vous perdez vos acquis. Mais vous l'avez payé, vous êtes propriétaire. C'est la même chose que le canapé, à part que c'est digital. Et comme on n'a pas, on ne peut pas aller crier quelque part, on ne peut pas râler, on ne peut pas appeler Monsieur Apple, eh bien, on a accepté qu'en fait, on soit dépossédé de nos propriétés. Et donc, on trouve ça normal de recréer un compte. Moi, j'en ai créé 3. Jusqu'à l'arrivée de Spotify, où là, on ne m'a pas vendu un chat dans un sac, on m'a dit tu vas louer de la musique. Ok, alors je paye, mais je loue. Le message est clair, il n'y a pas de vice caché. Et donc, tout ça pour dire que la blockchain, c'est l'Internet de la propriété. Pourquoi ? Parce que si tu mets du contenu sur la blockchain, personne ne pourra venir remettre en cause ta propriété. Personne ne pourra dire la photo que tu as mise est trop dénudée, tu ne réponds pas aux conditions générales de vente, je retire cette photo. Mais alors, est-ce que sur ce Web3, est-ce qu'il y a quand même un contrôle ? Alors, je pose la question un peu innocemment comme ça. On sait que sur le Web2, l'exemple que tu citais avec une photo qui peut être jugée un petit peu inconvenante par le réseau social sur lequel tu l'as publié. Alors, ce contrôle-là, il a des gros désavantages, notamment parce qu'il y a effectivement des biais qui sont importants. Mais enfin, on se dit quand même que le web, ça a besoin de façon générale un petit peu de contrôle. Alors, comment est-ce que ça fonctionne dans le Web 3 ? Et qu'est-ce qu'on peut y voir comme avantage et peut-être comme risque aussi ? Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la technologie impacte les gens. Quand je dis qu'elle impacte les gens, c'est les comportements, les métiers, les usages au quotidien. Et donc, par conséquent, comment la technologie impacte la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que toi, tu me parles déjà d'un besoin de contrôle, donc tu es déjà une étape plus loin. Moi, je reviens, je te ramène à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a une énorme défaillance de confiance. La plupart des jeunes, si tu leur poses, des jeunes de 15 ans, si tu leur poses la question, ils ne veulent pas mettre leur argent en banque. Ils ne veulent pas une assurance vie. Ils ne veulent pas aller à l'UNIF. Ils considèrent que tout ce dont ils ont besoin est sur YouTube. Si tu dis à un gosse de 15 ans aujourd'hui, tu sais, mon fils... dans 3 ans, tu seras à l'université. Il va te dire, mais avec quoi tu viens dans cette école poussiéreuse ? À quoi ça sert ? On m'apprend des choses qui sont déconnectées de la réalité, de ma réalité. Et donc, il y a une fracture. Moi, j'aime bien de parler de l'inclusion numérique parce que à l'inclusion numérique est liée la fracture numérique et à la fracture numérique est liée la fracture générationnelle. Un gosse de 15 ans et un gosse de 18, ils n'ont pas les mêmes paramètres aujourd'hui. Il y a une fracture générationnelle. Et toi, tu me parles de contrôle, tu me parles de comment on peut déconstruire les abus éventuels, mais tu me parles avec ton cerveau Web 2. Si on met un gosse de 15 ans à la table, il ne va pas me parler de contrôle. Il va me parler de fonctionnement de la société. Il va me dire comment est-ce que je peux participer à la blockchain pour valider Lui, il va vouloir participer. Pourquoi ? Parce qu'il ne valide pas aujourd'hui le fonctionnement de la société. Donc, il va dire, OK, moi, je vais participer au fonctionnement de la blockchain et je vais valider des transactions bancaires ou je vais valider des transactions, validation de diplômes et même parfois de valider des informations qui ne le concernent pas directement. Mais l'idée, c'est de participer à un consensus social. Et donc, je dirais qu'en fait, la blockchain, pour moi, elle est très difficile à comprendre tant qu'on fonctionne avec son cerveau Web 2, tant qu'on fonctionne avec son cerveau d'adulte aujourd'hui construit. En revanche, quand on est dans la peau d'un gosse aujourd'hui et qu'on se dit « j'aurai pas de pension, j'aurai pas d'assistance sociale, je vais changer 40 fois de boulot, j'aurai pas les moyens de quitter mon foyer familial parce que je serai sous-payée ». Pourquoi je serai sous-payée ? Parce qu'en fait, je suis développeur, mais en fait, je suis en compétition avec des développeurs, des Pakistanais, des Indiens, des Coréens, parce qu'aujourd'hui, la compétence, elle est internationale. Moi, par exemple, on va venir à la dématérialisation, mais je suis le profil type de l'entrepreneuse qui va chercher des compétences partout dans le monde. Mon assistante, elle est malgache, elle est à Madagascar, elle est universitaire, elle est brillante, je ne sais pas ce que je ferais sans elle, c'est mon bras gauche, mon bras droit, mon cerveau droit, mon cerveau gauche, mais j'ai trouvé personne en Belgique ou en France qui ait ses compétences, sa capacité d'agilité, sa capacité de réactivité. Alors on pourrait croire, oui, mais tu l'apprends à Madagascar parce qu'elle coûte moins cher. Au départ, c'était le moteur, c'est vrai. Et maintenant, ce n'est pas le moteur. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on l'a engagé, on l'a augmenté, etc. Le moteur, c'est l'agilité. On n'a pas été habitués, nous, en Europe, à être agile. On a été construit
pour avoir une carrière et ne pas en sortir. Qu'est-ce qui se passe à la fracture générationnelle? Ces gosses-là, ils ont une très très grande insécurité. Ils savent que l'argent se dévalue, qu'il y a des crises successives. Ils ont été traumatisés par le Covid, nous aussi, mais eux, ils étaient en phase de construction identitaire. Donc, ils savent que ça peut se reproduire à tout moment. Ils savent que rien n'est acquis. Donc, ces gens-là, ils ne pensent pas à contrôle. Ils ne pensent pas comme nous, comme toi ou comme moi. Ils ne pensent pas à se dire, tiens, oui, la blockchain, il y a quand même des défaillances. Il n'y a jamais eu autant de défaillances qu'aujourd'hui à l'ère du Web 2. Le Web 3, c'est l'Internet de la confiance. Pourquoi? Parce que c'est le consensus social. C'est la chaîne de gens qui participent à la blockchain qui valide. Et ces gens ne se connaissent pas et par défaut ne se font pas confiance. Pourquoi est-ce que j'irais faire confiance à un type qui valide alors qu'il est à 300 km de chez moi? Je ne lui fais pas confiance. Moi, ma confiance, elle est dans le code, elle n'est pas dans l'homme. Donc ces gens-là, ces jeunes-là, ils n'ont plus confiance dans l'être humain. Ils ont confiance dans la perfection du code. Et le code parfait, c'est la blockchain. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais je m'éloigne de mon profil d'entrepreneuse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut comprendre la technologie que quand on comprend comment fonctionne la société. La société aujourd'hui, elle est défaillante. Elle est défaillante à plein d'endroits. Elle est défaillante au système. Le système bancaire est défaillant. Aujourd'hui, les banques font faillite. Il y a des grosses banques aux États-Unis qui font faillite. Et il faut savoir que le réseau bancaire, c'est un réseau systémique. Donc, c'est comme vous vous souvenez, quand on était petit, on jouait au domino, quand il y a fait tomber un domino. Et donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des faillites bancaires en Europe. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand ça arrive du jour au lendemain. Et donc, aujourd'hui, les gens il y a de l'insécurité. Comment va-t-on vivre demain? Et donc, quand on est en état de survie, qu'est-ce qu'on fait? On est résilient. Et quand on est résilient, on est forcément plus ouvert aux solutions. Et c'est ce que sont ces générations. Et quand moi, j'ai des parents qui disent « Oui, mais mes enfants, ils passent leur vie sur les tablettes et j'en ai marre », ils ne font pas que jouer sur les tablettes. Leur vie est sur les tablettes. C'est des enfants qui ont été, quand on est en phase de construction identitaire, le terrain de jeu où on construit sa vie, c'est les autres. On le sait, nous, on était des filles à l'école. Qu'est-ce qu'on faisait quand on avait 12, 13, 14 ans? Ah, elle a une robe rose, elle est trop sexy. Bon, moi aussi, je m'achète une robe rose. Ah, elle a un t-shirt rose. Non, mais maman, moi aussi, je veux un t-shirt rose. Les autres, on fait du mimétisme. Et donc, on se construit à travers l'image qu'on a des autres. Et on a des mentors, des gens qu'on admire, des gens qu'on jalouse un peu, des gens qu'on déteste. Quand on est adolescent, les émotions sont très exacerbées. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont eu pendant le Covid? Eh bien, ils ont eu l'incapacité de faire ça. Et donc, ils ont fait ça comment? Ils se sont construits en tant qu'adultes sur le digital, à travers une petite fenêtre qui était leur iPhone. Et donc, moi, je plains les enfants à qui les parents ont dit, en plein Covid, tu n'auras qu'une heure d'écran par jour. Tu auras 1 heure par jour pour te construire en tant qu'adulte. Parce que les écrans, c'est mauvais. Bien sûr que l'abus est mauvais. En revanche, aujourd'hui, la construction des compétences, la construction de la structure de pensée, etc., ça se fait au travers du digital. Et donc, c'est comment les parents accompagnent les enfants là-dessus. Bien sûr, pas en les mettant sur TikTok toute la journée. Bien sûr que non. Et donc, je pourrais aussi vous parler de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça pour revenir sur... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la blockchain. Oui, bien sûr, j'ai un podcast qui parle de blockchain, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment la technologie impacte les gens, comment elle transforme les familles, comment elle transforme les métiers, les entreprises. Comment aujourd'hui, vous voyez, j'ai été appelée par une grosse, je ne peux pas dire qui, donc demain, je vais former une grosse boîte belge. Comment est-ce que... Pour se transformer, j'imagine. Non, ils veulent comprendre l'intelligence artificielle et donc c'est une boîte qui est impérative au bon fonctionnement de l'État, du pays. Donc c'est vraiment une grosse boîte. Donc on a fait un premier call, ils veulent être formés donc à ChatGPT, c'est plutôt l'équipe marketing, il faut former toute l'équipe marketing. Super. Et en discutant avec la directrice marketing, je lui dis ok, quels sont vos besoins, c'est quoi les profils dans l'équipe, etc., que je puisse adapter ma formation. Et là, on discute, puis elle me dit « Ah, mais Claudia, en fait, je vais avoir besoin de vous pour revoir toutes les job descriptions. » Et en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, comme je suis quelqu'un d'insécurisé, je cherche à être rassurante. Je fais avec les autres ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi. Et donc, la technologie, ça fait paniquer les gens. Les gens sont en train de se dire « Mais je vais perdre mon boulot, quoi. » Moi, je donne des formations, les gens, ils arrivent. Je leur dis « C'est quoi vos motivations ?» Ils me disent « Non, mais c'est parce que je ne veux pas perdre mon job. » Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à chaque avancée technologique. Prenons l'électricité. On passe de la bougie à l'électricité. Bien sûr, ça a tué des métiers, mais quelle explosion
de développement business ça a fait. La société s'est développée. Et donc, il y a eu beaucoup plus de travail, beaucoup plus de développement business grâce à l'électricité. Prenons le chemin de fer. On passe du cheval aux premières voitures au chemin de fer. Ça veut dire qu'on peut faire des longues distances très rapidement. Bien sûr, ça a tué des métiers. Mais ça a donné quoi? Une explosion de développement business. OK? Sont arrivés les réseaux sociaux, on arrive à l'heure de l'e-commerce. Bien sûr que ça a tué plein de petits commerces. Bien sûr. Mais le nombre de business, le nombre de métiers que ça a créé, le nombre de business que ça a développé. Aujourd'hui, tout le monde peut développer son business. C'est accessible à tous. Alors, OK, c'est devenu compliqué, mais c'est accessible à tous. Justement, en théorie. Oui, parce que Oui. voilà, Oui. justement, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que de toute façon, ces évolutions, elles sont là. Elles vont impacter le monde de l'entreprise, le monde économique, nos vies, comme tu l'as dit. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces technologies puissent être maîtrisées par le plus grand nombre et qu'on puisse ne pas augmenter finalement la fracture numérique? Parce que tu nous as beaucoup parlé des jeunes qui sont évidemment dans un mindset différent parce qu'ils consomment différemment, même parfois sans réfléchir tout ça, mais en fait c'est des choses qui sont intégrées chez eux. Comment est-ce qu'on fait pour que, à la fois dans une question plus de génération, mais aussi dans une question d'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse être inclus dans ces transitions? On sait qu'il y a aussi quand même des questions d'accès, des questions financières ou en tout cas socio-économiques qui y sont liées. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus pour ne pas perdre une partie de la société en chemin? Ben, pour moi, il y a 3 piliers. Il y a le pilier politique qui pour moi, est un pilier qui se fourvoie un peu parce qu'il est dans une dynamique de régulation. Et il faut de la régulation. Moi, je suis pro-régulation. Ouais, c'est son rôle. Mais on ne peut pas être que pro-régulation. On doit aussi avoir un rôle d'embarquer les gens, d'avoir conscience. Et ce qu'il y a, c'est que souvent les politiques, ils ont une vision stratégique de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et moi, je pense qu'on ne peut comprendre les outils et donc les réguler et donc s'adapter que si on les maîtrise, donc que si on descend les mains dans le cambouis. Quand on sait ce qu'on peut faire avec un outil, quand on le maîtrise, alors on peut comprendre les enjeux et mieux s'adapter. Aujourd'hui, il y a une décorrélation entre les politiques et la réalité du terrain. Donc pour moi, les politiques doivent redescendre les 2 pieds les 2 pieds sur terre, maîtriser les outils, pas les comprendre de façon intellectuelle, mais de façon pratique, pour bien comprendre les enjeux, bien réguler, mais aussi prendre d'autres dispositions, c'est-à-dire accompagner les gens pour éviter l'exclusion numérique, mais aussi pour comprendre d'autres enjeux. La sécurité numérique. Aujourd'hui, on vit le plus grand danger, c'est le hack. Le hack, à chaque fois que vous mettez votre pouce sur votre iPhone, vous êtes en risque de hack. Vous recevez un SMS, vous recevez un WhatsApp, vous recevez un mail, vous pouvez cliquer à tout moment, même si vous savez ce que c'est le phishing. Ouais, par habitude presque. Hein. Par réflexe, par rapidité, parce qu'on est tous pressés comme des citrons, hop, on clique. Okay, et donc, on se retrouve aujourd'hui avec plein de petits entrepreneurs qui se retrouvent avec des comptes bloqués, à qui on demande des rançons, ils n'ont même pas de quoi payer leur cotisation sociale. Voilà. Mais donc, et encore, toi, tu es digital, mais quand ça arrive à des gens comme mes parents, par exemple, 80 ans, qui cliquent sur un truc et qu'on lui demande une rançon, ils font quoi? Ils ont peur, ils se sentent menacés. Donc, la sécurité. Donc, moi, j'aime bien dire, c'est systémique. C'est pas régulation d'un côté, inclusion de l'autre et sécurité. Non, c'est régulation, inclusion, sécurité. Et ça passe par de la législation. Ça, c'est le grand pilier. Donc, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas faites là, et qui sont faites de façon théorique, mais pas... Pratique. Alors, le pratique n'est pas le mot, mais pas collé à la réalité des gens. Après, il y a le pilier de l'école. À l'école, on vous apprend à disséquer des grenouilles. T'as disséqué beaucoup de grenouilles dans ta vie, toi? Moi, ça m'a fait gerber, ça m'a servi à rien. On m'apprend l'éducation sexuelle. C'est super, mais je pense que c'est le rôle des parents, pas le rôle de l'école. Donc, il y a plein de cours qui pourraient aujourd'hui être révisés, revus, pour donner des cours plus adaptés. Je prends l'exemple de l'Inde. L'Inde, c'était un pays qui était sous-développé. Et les politiques, à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, se sont dit, tiens, il faut vraiment qu'on redresse le pays économiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, ils se sont dit, ça commence à l'école.
Et donc, ils ont supprimé toute une série de cours inutiles et ils ont mis des cours de codage obligatoires. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un codeur, vous allez où? Vous allez chercher où? À Liège ou en Inde? Moi, je vais en Inde parce que c'est les meilleurs codeurs du monde. Parce qu'ils ont redressé une économie et donc aujourd'hui, l'Inde est à la pointe de la technologie. Pourquoi? Parce qu'on a adapté le système scolaire. Et donc, ici, est-ce qu'on adapte le système scolaire? Quand je vois que des professeurs s'insurgent contre ChatGPT, si mais attends. Mais... Oui, tout à l'heure, tu parlais d'une réelle opportunité d'apprentissage via la dématérialisation. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un des éléments les plus rassurants, parce que tout ce que tu as évoqué jusqu'ici, même si moi je peux être d'accord avec certaines choses, etc., je ne suis pas sûre que ce soit toujours finalement rassurant quand on n'y connaît rien. Mais évidemment, d'ailleurs, depuis toutes les émissions, on parle beaucoup d'éducation, de transmission, etc. Et donc, c'est vrai que ça, c'est peut-être la partie qui est compréhensible pour tout le monde. Oui. Finalement, ça peut être utilisé comme une nouvelle manière d'apprendre. Et que, oui, ça, c'est une partie intéressante. C'est pour ça que le deuxième pilier, pour moi, c'est l'école. Et le troisième pilier, c'est les parents. Et donc, quelle est ma responsabilité de parent aujourd'hui? Mais si vous faites des enfants, vous avez une responsabilité numérique par rapport à eux. Vous avez une responsabilité d'accompagner vos enfants dans la vie qui va être la leur et donc qui va être numérique et qui va être accompagnée au quotidien par l'intelligence artificielle et par la blockchain. Donc, si vous faites des enfants pour ne pas les accompagner, ne faites pas d'enfants. Il y en a déjà trop. Achetez des chiens. Mais moi, je suis aberrée par les gens. Je suis toujours effarée. Donc, j'ai fait quelques communications sur mon Instagram sur mes formations en intelligence artificielle. Et je suis effarée de voir que je me fais démonter la tronche par des mamans qui me disent « Oh, mais tu racontes n'importe quoi, et mes enfants, interdiction, qui touchent à ChatGPT, etc. » Mais c'est comme si on demandait aux enfants de construire leur avenir sans électricité. Ils vont vivre dans un monde assisté par l'intelligence artificielle. On dit que les réseaux sociaux ont transformé la vie des gens en 15 ans et que l'intelligence artificielle va la transformer en 2 ans. Vous faites des enfants et vous leur donnez pas de tablette et vous leur interdisez l'accès à l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre le boulot des gens. Ce qui va prendre votre boulot, c'est les gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Donc, moi, je reprenais l'exemple tout à l'heure d'un petit garçon. On s'occupe depuis 6 ans d'un petit garçon qui est en foyer. Donc, grande insécurité. Il se fout pas mal de qui est Napoléon, franchement. Il ne sait même pas qui va s'occuper de lui. Et voilà, donc il est inquiet pour ses premiers besoins physiologiques. Donc, ce qu'on lui apprend à l'école, franchement, ça lui passe par-dessus le chapeau. Eh bien, nous, quand on s'occupe de lui, effectivement, j'utilise ChatGPT. Et vous savez quoi? Tout d'un coup, il s'intéresse à la vie de Napoléon. Tout d'un coup, il trouve ça super marrant. Tout d'un coup, il lit. Et il pose des questions. Pas à moi, à ChatGPT. C'est l'apprentissage qui est différent. C'est une interface différente, finalement, et une façon d'apprendre différente, mais on apprend quand même. Alors, je vais même aller plus loin. On apprend autrement et la pensée se structure autrement. Parce que, alors, c'est très marrant, moi je donne des formations donc, à intelligence artificielle et ChatGPT, et les gens arrivent dans la formation en disant « Oh, j'ai posé une question et franchement, c'était nul la réponse. » Donc j'ai « Ok, vous avez posé la question vraiment. » Ils posent des questions comme sur Google, mais ChatGPT n'est pas Google. Donc, il y a une façon de structurer sa pensée pour pas poser des questions, mais converser avec l'intelligence artificielle pour obtenir une réponse. Mais c'est une conversation. Ce n'est pas une question, une réponse. Et c'est une dialectique vraiment différente qu'il faut maîtriser, quoi. Alors, dialectique, donc c'est les mots. Non, vous lui parlez français, vous lui parlez... Voilà. Mais c'est une structure. Donc, si par exemple, je vous montre une image aberrante, vous allez me dire... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez, nous les êtres humains, on met de l'émotionnel dans tout. Okay? Et donc, parfois, on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux parce qu'on est emporté par notre émotionnel, même quand on a l'impression d'être factuel. L'intelligence artificielle, elle est factuelle. Et donc, elle vous oblige à penser de façon factuelle. Et elle vous oblige aussi à contextualiser. Alors que sur Google, vous commencez une question et Google finit la réponse. Et on trouve ça normal. Donc, Google prémâche le travail. L'intelligence artificielle ne prémâche pas le travail. Vous devez, vous, construire le contexte. Et donc, c'est la question des compétences de demain. Et ça m'intéresse, les compétences de demain. Parce que tu parlais ici de ces mamans qui s'insurgent contre l'intelligence artificielle, etc., en disant hors de question que mes enfants y touchent à ça. Alors, toi, tu le fais via ton podcast, mais
on sent qu'il y a quand même un énorme besoin de pédagogie là autour. Parce que sans ça, sans explication, quelque part, moi je suis maman, voilà. Et donc, moi j'ai toujours dit, je ne peux pas couper mes enfants effectivement de ce qui sont les technologies de demain. Ça veut dire que moi j'ai le devoir quelque part de, au minimum, un peu les comprendre pour pouvoir travailler avec elles là-dessus. N'empêche que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre et que c'est pas toujours facile pour moi d'aller trouver l'info, de pouvoir après la transmettre correctement à mes enfants, de pouvoir imaginer justement des nouveaux usages, ce que tu expliques ici avec comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire ses devoirs sans que ce soit de la triche, sans que ce soit juste écris-moi ma rédaction à ma place. Voilà, comment est-ce qu'on peut travailler sur toutes ces questions de pédagogie autour de ces nouvelles technologies? Je dirais que moi je pense qu'il y a une chose dont les gens doivent... Enfin, pour moi, on ne peut pas avancer, sauf si on n'a pas d'enfants et qu'on veut lever des chefs dans le Larzac. Il y en a plein qui le font et c'est super, ils sont très heureux. Mais ils sont en marge de la société et c'est un choix. Mais si on veut rester, si on veut garder son boulot, si on veut accompagner ses enfants, si on veut rester de quelqu'un d'actif dans notre monde, d'avoir un rôle social, d'avoir une responsabilité sociale et civile, moi je pense que c'est impératif d'avoir une responsabilité. Moi, quand je forme des gens, j'ai l'impression de faire un truc bien, quoi. Je me dis, ok, j'ai transmis de la connaissance et ces gens, ils vont laisser tomber leurs peurs, leurs croyances, ils vont s'y mettre et peut-être qu'ils vont transformer leur métier. Donc pour moi, on a tous une responsabilité sociale et civile et elle est à différents niveaux, au niveau de nos intentions, mais on a tous ça. Okay? Et quand on a des enfants, on ne peut pas dire non, j'ai pas de responsabilité civile. Non, on en a. Et donc, c'est quoi l'adaptabilité aujourd'hui pour rester dans le game? C'est être en apprentissage continu. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler comme moi et de repartir 6 mois à l'école. Non, bien sûr qu'il ne faut pas faire ça. Mais se tenir informé. Se tenir informé, c'est déjà une posture. C'est quoi la posture? C'est j'ai envie de comprendre. Si je suis réfractaire, comme ces gens qui m'agressent sur les réseaux sociaux en me disant que je suis une dingue, je ne réponds pas, on ne répond pas aux haters, mais il y en a beaucoup de haters, parce qu'ils sont dans leur peur, donc quand on a peur, on est agressif. Parfois, on est agressif. En tout cas, sur les réseaux, on l'est plus souvent. Et donc, si on est dans cette posture-là, on est foutu. Alors avant, c'était on est foutu, on mange trop. Aujourd'hui, t'es foutu, t'es réfractaire, t'es foutu. Et donc, c'est rester ouvert, comprendre que le monde, il bouge très vite, tout le temps, à tout niveau, que c'est systémique, que le digital impacte les gens, impacte les métiers, impacte la société, impacte les business models, mais aussi, et donc les business models qui changent impactent les comportements, ils impactent autre chose, ils impactent l'éducation, la vie dans la famille, la structure de l'éducation, enfin la structure de la pensée, l'éducation. Et donc on ne peut pas rester figé et réfractaire dans un monde qui bouge à une telle vitesse. Donc je dirais que moi, je n'ai pas la réponse à ta question parce que je ne te connais pas et je ne connais pas ta famille. Mais déjà, te poser la question, c'est un signe d'intelligence. Tu as des gens qui ne posent pas la question et qui restent fermés et qui disent oh, « ça là, c'est une tarée ». Tu vois? Donc pour moi, ceux qui s'insurgent, ceux qui s'opposent, ceux qui se ferment, ils sont foutus. Donc ils peuvent critiquer. Donc pour moi, on n'a jamais été obligé d'être dans une ouverture d'esprit qu'aujourd'hui. Après, quand on est déjà en posture d'ouverture, alors on accueille l'information autrement. Tu l'écoutes, tu essaies de la comprendre, tu testes. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais testé. Il y a plein de gens qui n'ont pas testé et qui disent non, c'est des conneries, ça ne me concerne pas. Déjà tester, c'est se rendre compte la vitesse à laquelle ça répond. Déjà, c'est déjà ouvrir son esprit. Et donc pour moi, il faut ouvrir son esprit. Et quand ton esprit est ouvert, après, aujourd'hui, franchement, on parlait de la dématérialisation, c'est quand même le sujet, la dématérialisation de la connaissance. Moi, je me souviens quand je me suis mariée il y a 13 ans, mon mari, il avait hérité de son père genre 200 livres, des livres bien reliés. Et puis, on les a déménagés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au 3e déménagement, je dis à mon mari, je dis, tu sais quoi, c'est toi qui les emballes, c'est toi qui les déballes, parce que moi, j'en ai marre. Ici, tes livres, tu les lis pas. C'est un héritage, ok, mais c'est quoi, en fait? C'est plus encombrant qu'autre chose. Et donc, on s'est challengé l'un l'autre. Et je lui dis, mais pourquoi tu les gardes? Est-ce que c'est par rapport à ton père qui te les a transmis? Il me dit non, parce qu'en fait, mon père s'en fout. Mon père, il voulait juste s'en débarrasser. Non, je les garde parce que c'est de la connaissance. Ah, de la connaissance! Mais moi, j'ai plus de connaissances sur mon iPhone que dans cette bibliothèque poussiéreuse, quoi. Et on a tout viré. Et aujourd'hui, la connaissance, elle est où? Elle est partout. Les routes de la connaissance, elles sont tout autour de vous. Il faut vouloir les prendre. Il faut vouloir embrasser le chemin de la connaissance. Alors,
Ouais, on peut choisir de rester 2 heures par jour sur TikTok ou de lire un article intéressant sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai fait le choix. Bon, je suis quand même un peu sur TikTok. Mais ce que je veux dire, c'est que notre temps, on a tous du temps gaspillé. Eh bien, je considère qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à gaspiller. Le monde change trop vite, et d'autant plus quand on est parent. On est obligé, pour moi, de comprendre le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel ils vont vivre. Parce que nous, à la limite, il ne va pas tellement changer. Ouais, peut-être, un peu, beaucoup. Mais eux, dans 20 ans, vous imaginez, il a fallu à ChatGPT 5 heures pour avoir le même nombre d'utilisateurs actifs que Netflix en 5 ans. Vous imaginez la vitesse, l'adoption massive et donc forcément la transformation. Donc dans 20 ans, vous imaginez quoi? Dans 20 ans, on aura des cerveaux augmentés. Moi, je rêverais d'avoir un cerveau augmenté. Mais bien sûr, ça paraît absurde, mais on va vers ça. Et donc oui, la question c'est comment on s'adapte? Eh bien, en étant agile, en étant curieux, en étant en apprentissage. Et l'apprentissage, il est partout, tout le temps. C'est je choisis ce que je lis, je choisis ce que je fais et je choisis le monde dans lequel je vais vivre, le monde que je vais construire parce que c'est là qu'est ma responsabilité sociale et civile. C'est qu'en apprenant, je transmets moi aussi et donc je construis la société. Vas-y. Oui, moi j'allais juste rebondir sur ces mamans qui réagissent, etc. Une petite anecdote très rapidement. Donc moi je suis pas maman, mais j'ai plusieurs amies qui le sont. Et donc il y en a une qui a une fille de... il y a quel âge maintenant? 12 ans, je pense. Donc on va dire préadolescente. Et donc après le Covid, etc., elle a vraiment forgé sa petite identité via les réseaux sociaux, etc. Et donc elle s'est retrouvée dans une situation post-Covid qui l'a un petit peu traumatisée avec des garçons, etc. Et on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment une personnalité sur les réseaux et donc une manière de se présenter au monde, de donner des infos, de recevoir des infos, d'être, qui ne correspondait pas du tout à ce qu'elle était prête à être en vrai. Et donc, quand elle s'est retrouvée dans des situations qu'elle a pourtant cherchées via les réseaux, elle a été traumatisée de cette expérience. Et donc, moi, c'est un peu ça où je me pose la question. Je peux comprendre aussi qu'en tant que maman, du coup, tout ce qui concerne, là, tu parles même du Web3, mais disons que à partir des réseaux jusqu'à la blockchain, on va dire, ça reste un monde qui fait peur pour les gens. C'est même pas une question de ne pas maîtriser, etc. Mais c'est cette question de quid de la vraie vie. Et donc, la vraie vie d'aujourd'hui et de demain, elle est partiellement digitalisée, numérisée, tout ce qu'elle veut, mais il y a encore nos corps, il y a encore ce qui se passe dans le monde matériel. Et c'est vrai que cette dissociation, elle existe chez les plus jeunes. Il y a aussi plein d'études qui prouvent justement leur mal-être dans la vie, même si tout va bien sur les réseaux, etc. Tous les influenceurs qui font des burn-out. Enfin, il y a quand même des indicateurs du fait que la santé mentale, que la santé, que l'intégrité physique, etc. Et cette évolution dans la construction de soi et de ce qu'on apprend via l'interface numérique. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas super bien non plus. Et donc, je crois qu'il n'y a pas uniquement le fait d'être réfractaire, je crois qu'il y a, comme tu l'as si bien dit, la peur, mais qui n'est pas totalement infondée. Et donc, inviter les gens à se renseigner, à comprendre, et donc les mamans, les parents d'autant plus, oui, mais on est obligé aussi, je pense, d'être honnête et de parler des risques aussi. Parce que là, dans ce que j'entends de ce que tu dis, qui est extrêmement intéressant, c'est très très positif et c'est très très je dirais presque enchanté tu vois, mais pour moi ça relève aussi d'une question d'honnêteté, de responsabilité aussi, de comprendre qu'il y a des vrais risques qui existent pour les plus jeunes surtout en fait, finalement, même si c'est leur monde de demain. Oui, mais le cas dont tu parles, il y en a plein. Et c'est le résultat d'une génération d'une génération de parents qui a abdiqué sur le digital. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Le digital a accéléré la pression au travail, les frontières entre le privé et le professionnel, il n'y en a plus. On s'est retrouvé à gérer nos mails sur un téléphone, alors que moi, au début de ma carrière, j'avais des mails au bureau et quand je rentrais chez moi,
Si ma boss L'ordinateur m'appelait, est c'est qu'il y avait le allumé. feu au bureau, quoi. Elle ne m'appelait pas après 6 heures. Puis on a eu les mails sur notre ordinateur portable qu'on reprenait à la maison. Et là, on ouvrait pour aller sur Facebook et on se rendait compte qu'on avait des mails et on a commencé à gérer les mails. Puis on a commencé à gérer les mails sur le téléphone. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de frontières. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens aujourd'hui travaillent beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité. Je dois être performant, je dois être ultra performant, je dois être disponible tout le temps parce que sinon je vais me faire virer. Et donc, oui, parce que les autres, elles répondent. Et moi, si je ne réponds pas. Dans une société, quand il y a quelqu'un qui ne répond pas à ses mails après 18 heures, même s'il y a une politique, soi-disant, où on n'est pas obligé de travailler après les heures, et que tout le monde travaille, à un moment donné, il y a la pression de la dynamique du groupe. Et donc, ça donne quoi? Ça donne des parents pressés comme des citrons, insécurisés, avec des situations financières qui deviennent de plus en plus compliquées. Puis on avance, il y a de l'inflation, etc. Donc tout ça s'accélère. Et donc on a eu des parents qui ont abdiqué. On était bien contents d'avoir nos enfants sur leur téléphone parce que pendant ce temps-là, on pouvait traiter nos mails et on pouvait... et donc quand il y a des enfants seuls sur des écrans, qu'ils ne sont pas accompagnés, il y a des dérives. Aujourd'hui, ces cas servent d'exemple. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tu laisserais ta fille sur TikTok toute seule dans sa chambre et que si tu la surprenais un jour un peu trop dénudée à faire des trucs sur TikTok, alors bien sûr, ils veulent leur intimité, ils ne veulent pas qu'on ait accès au compte, etc. Mais il y a quand même, je veux dire, à un moment donné, je vais me détacher de choses concrètes. À un moment donné, c'est comment j'accompagne en tant que parent mes enfants sur le digital en leur expliquant les dangers, les limites. Je ne suis pas sûre que ce soit des choses qui ont été faites et ce n'est pas de leur faute. C'était une génération où le digital est entré dans nos vies. On ne s'est même pas rendu compte. On a pris ça dans tous les sens et on s'est adapté et on n'a pas réfléchi aux conséquences parce qu'il n'y en avait pas avant. Il n'y avait pas de jurisprudence, il n'y avait pas de cas concret. Aujourd'hui, on sait, on connaît. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils ont du mal-être dans leur vie, ils ne trouvent pas leur place dans la société, ils trouvent qu'on vit dans un monde qui n'a pas de sens. Et donc, ils se construisent des identités, ils se construisent une réalité fantasmée. Et puis à un moment donné, quand ces deux réalités se confrontent, on reçoit une baffe dans la tronche. Et en fait, aujourd'hui, les parents savent que ça existe. Parce qu'il y a eu des dénonciations, il y a eu des suicides, il y a eu des cas graves. Et donc aujourd'hui, les parents ont une plus grande conscience par rapport à ça. Mais il est clair que quand on abdique, moi je me souviendrai toujours, un jour j'ai donné une conférence sur les générations Z et les générations Alpha, sur comment ils se comportent et comment ils évoluent sur le numérique. Et il y a une maman qui est venue me trouver et qui me dit... oui, mais enfin, chez nous, on ne communique plus. On a chacun sa tablette, chacun son écran. Je dis oui, mais pas que chez vous. Dans la plupart des familles, on rentre chez soi, tout le monde a sa tablette, tout le monde a son écran, tout le monde a ses contenus. C'est pas vous, c'est la société qui est construite comme ça. En revanche, c'est pas parce qu'on a chacun nos contenus qu'on peut pas en parler. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait dans les familles? On se retrouvait devant la télévision, ensemble. On se retrouvait au repas et on discutait. Okay? Aujourd'hui, les familles... on ne mange pas forcément ensemble, les familles sont séparées, c'est des familles recomposées, on est chacun sur ses écrans, on mange dans sa chambre, Donc, comment recrée-t-on ça? Et alors, on a beaucoup de parents, notamment cette maman, disait oui, mais moi j'attends, je voudrais vraiment qu'on se retrouve devant la télévision. Je lui dis, mais pauvre dame, vous rêvez complètement, ils ne vont pas vous retrouver devant la télé, c'est à vous de les retrouver sur YouTube. Allez vous installer à table et demandez-leur sur qui regarde sur YouTube. Oui, moi j'entendais un conseil aux parents dont les enfants démarrent un peu, en tout cas en consommation sur les réseaux sociaux. L'idée c'était de discuter toutes les semaines et alors d'essayer de trouver un contenu qui nous plaise à tous les deux. Et donc le parent propose des contenus à son enfant, l'enfant propose du contenu à ses parents. Et l'idée, en fait, c'est pas d'arriver à trouver un créateur de contenu qui nous plaise à tous les deux. C'est plutôt de discuter. Voilà, pourquoi moi je trouve ce contenu chouette, pourquoi moi je trouve que ce contenu que toi tu regardes alors que tu as 13 ans, il me pose problème là-dessus, etc. Et en fait, d'ouvrir le dialogue autour de ce contenu pour finalement parler des pratiques et de la consommation de contenu plutôt que de ce qu'il y a dedans. Quoi. Et puis aussi, il faut comprendre, les enfants, ils sont habitués aux algorithmes prédictifs, subjectif. Donc, vous êtes intéressé par la reproduction des abeilles, vous tapez ça sur YouTube, parce que vous avez entendu ça, vous dites, est-ce que les abeilles, ça fait l'amour? Je vais regarder sur YouTube, ils regardent sur YouTube. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une vidéo qui est suggérée, 2 vidéos, et donc, ils apprennent, et donc, ils deviennent des spécialistes de la reproduction des abeilles. Et on se retrouve dans des cellules familiales où les parents ne savent même pas qu'ils ont fait cette recherche. Et donc, à un moment donné, comment moi, en tant que maman, je m'intéresse à la reproduction des abeilles parce que je sais que ça intéresse mon enfant. Parce qu'on a des générations de spécialistes. On a des générations d'enfants qui savent ce que mangent les scarabées, comment ça, la vie...
C'est un peu le propre des enfants. Hein. On connaît tous des enfants de 4 ans qui peuvent te dire tous les dinosaures, toutes les époques différentes. Mais donc, ce n'est pas aux parents d'attendre que les enfants les rejoignent dans leur vie antérieure, c'est aux parents d'aller les retrouver, de dire, tiens, allez, tu m'as parlé de la reproduction des abeilles, on regarde une vidéo tous les deux. Je m'assieds sur ton lit, on va regarder des vidéos sur la reproduction des abeilles. Ah, et vous allez faire des recherches autres que les leurs, parce qu'eux, ils font avec des mots assez simples. Donc, vous allez faire des recherches un peu plus poussées, et vous allez les intéresser. Et c'est comment je crée le dialogue, comment je crée le lien, et comment à travers ça, je vais arriver à parler de sexualité, d'intimité, de limites, et faire le lien avec l'histoire de ta copine. Et donc, comment je vais partir de ce qui l'intéresse sur sa plateforme de prédilection qui est YouTube, et je vais faire des liens, je vais le ramener dans la vie réelle, en lui expliquant les dangers. Ce qu'il y a, c'est que ces 10 dernières années, on n'a pas expliqué aux enfants les dangers. On les a mis sur TikTok et on ne leur a pas expliqué les dangers. On s'est bien rendu compte qu'il y avait des mal-être dans la famille, que les enfants n'étaient pas bien, mais on n'a pas essayé de chercher, de comprendre pourquoi, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on était pressés comme des citrons, parce qu'on était nous-mêmes insécurisés, parce qu'on a tous des responsabilités. Et d'un autre côté, c'est la faute de la société, c'est la faute de personne. On ne savait pas que ça allait être comme ça. On ne savait pas qu'il y aurait des suicides. Maintenant, on le sait. Donc c'est ça pour toi, c'est vraiment cette capacité à rebondir, à faire le constat de ce qui s'est passé. Et en fait, aujourd'hui, on avance, on s'adapte. Et à ne pas lâcher la main de ses enfants sur le digital. Parce que, oui, je disais de manière plus générale. Oui, bien sûr, à tirer les conclusions de ça. Mais si on est dans le déni, il y a un grand déni numérique. Non, mais le digital, ça ne va pas me concerner, ça ne va pas m'impacter. Non, mais l'IA, non, mais c'est pas pour moi. Oh, mais je n'ai pas besoin de ça, moi. Oui. Tu vis déjà dedans. Mais tu as des enfants. Alors, qu'est-ce que tu penses à ton nombril? Pense à tes enfants. Tes enfants, ils vont rentrer dans leur maison, tout va être assisté en IA, tout va être overconnecté. Donc, ils ont besoin que tu ne peux pas lâcher la main à tes enfants sous prétexte que tu n'es pas concerné. Bien sûr que tu es concerné directement. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'éclairer de nouveau le chemin en disant, il y a un chemin à débroussailler, je vais le débroussailler, je vais éclairer ma lanterne, mais please, arrêtez de râler, quoi. Hein, prenez le chemin et essayez de comprendre ce qui se passe, parce que vous allez de toute façon y aller. Que vous ayez le choix, ou alors... De gré ou de force. Ou alors vous allez dans le Larzac et vous vous mettez en marge. Et c'est très bien, il y a plein de jeunes qui se mettent en marge et c'est super. Hein, il y a un grand mouvement comme ça aussi. Il y a un grand mouvement et c'est super. Mais c'est un choix de vie. Mais si on décide de rester dans la vie active et productive, on ne peut pas être dans le déni, on doit être dans l'apprentissage continu, on doit être ouvert d'esprit, on doit être agile, et on doit arrêter de m'agresser sur les réseaux sociaux. Oui, ça on doit vraiment arrêter par contre. On va revenir à toi. Alors on a presque, c'est un format un peu particulier puisque d'habitude on discute avec plusieurs personnes. On va quand même rester sur un de nos fils conducteurs de l'émission, je dirais. Tu as des petits piments devant toi. Je vais te demander d'inscrire une phrase qui soit un conseil que tu as pris ou que tu n'as pas pris, quelque chose qui t'a marqué vraiment. Voilà. Voilà. Écris-le, on va la lire et puis on va discuter ensemble de ce que ça a eu comme un impact sur toi. Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Ah oui. Ouais. Explique-nous, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, et dans quel contexte cette phrase t'est arrivée? Donc, quand on a lancé le podcast, quand j'étais directrice du L, j'avais échangé pas mal avec un type à Paris qui s'appelle Mathieu Stéphanie, qui est un des plus gros podcasteurs de France, qui a un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui interview des entrepreneurs et entrepreneuses. Et donc, il a une agence média de podcast et donc il nous a embarqués dans son agence. Donc, c'est le parrain de notre podcast. C'était chouette parce que d'être validé par le plus gros podcasteur de France, c'est super. Et lui, dans son podcast, il dit toujours cette phrase: nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Et avant, j'écoutais ces podcasts et je sais pas, je considérais que cette phrase ne me concernait pas. Et un jour, j'étais donc directrice du L et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, quoi. C'était une mission qui était fantastique parce que j'ai eu des responsabilités de dingue, j'avais un patron qui me faisait une confiance totale, donc j'ai pu faire beaucoup de choses. C'était une grosse transformation d'un gros groupe média, mais humainement, c'était extrêmement pénible parce que j'étais très seule, parce que quand on a des postes aussi haut placés, c'est très sexy, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce qu'en fait, quand ça va bien, c'est jamais de votre faute, c'est jamais grâce à vous, et quand ça va mal, c'est toujours de votre faute. Et donc, j'étais très seule, et un jour, émotionnellement, j'étais vraiment à bout, et j'étais dans ma voiture, j'ai mis le podcast et j'ai écouté cette phrase. En fait, je l'ai pas entendue, je l'ai écoutée. Je me suis dit, aujourd'hui, il l'a dit pour moi. Et je ne peux plus accepter ce que je suis en train de subir.
Donc je suis arrivée et j'ai démissionné. Je me suis dit, waouh. Donc ouais, tout est de ça, sa c'est un faute, impact, voilà. Et je me suis dit, en fait, il a raison. En fait, nous, les femmes, on est toujours victimes du complexe du syndrome de l'imposteur, Oui. ce qui nous empêche parfois de nous coller au meilleur. Et depuis que j'ai écouté cette phrase, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, parce que ce qui compte, c'est pas comment je me sens, c'est comment je suis perçue. Et donc, pour savoir comment tu es perçue, observe. Et en fait, je me suis dit, je me colle au meilleur, et ils pensent que je suis leur égal. Donc, c'est que je suis leur égal. Tout est une question de perception. Et donc, aujourd'hui, je me colle au meilleur. Parce que nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Eh ben, je pense que c'est une parfait belle comme conclusion. pour cette Absolument. émission. On aime bien trinquer à la fin de cette émission aux femmes qui nous ont inspirées, qui nous ont peut-être amenées là où on est, qu'elles le sachent ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, il y a une personne à laquelle tu penses qui a été importante pour toi dans ton parcours et à qui tu aimerais rendre honneur aujourd'hui. Alors, oui, je sais à qui je veux rendre honneur, mais c'est pas qu'elle a été importante pour moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré donc l'année passée, qui s'appelle Chantal Lang. Elle est très présente sur YouTube, elle a une grosse communauté sur YouTube. C'est une dame qui est plus âgée que moi. Et je veux lui rendre hommage parce que c'est un vrai exemple. Elle va toujours être positive. Elle s'est fait beaucoup coacher, beaucoup accompagner, et elle a la recette du bonheur. Et la recette du bonheur va avec la recette de la réussite en tant qu'entrepreneur. Et pour moi, c'est un exemple, parce que si j'avais eu un exemple comme ça plus tôt, je me serais peut-être moins posé de questions, j'aurais peut-être moins douté, je me serais peut-être moins laissée parasiter par des croyances. Et elle, c'est l'exemple que tout peut arriver à tout âge, que ce qui compte, c'est l'énergie, la façon dont on regarde des choses. Parce qu'en fait, les choses, elles peuvent changer en fonction de l'angle Via on lequel les on regarde. regarde. Moi, chaque fois que je vois une mouche, nous, dans le sud, on a plein de mouches, et donc chaque fois, je vois les mouches buter comme ça contre un moustiquaire, et je me dis, mais elle est con, quoi, il suffit de passer par là. Et chaque fois, je me dis, bah, la mouche, c'est peut-être moi, quoi, dans la vie. Elle est où en fait, la lumière? Et, La porte de sortie ou d'entrée. oui, ou enfin, l'alternative, en fait. Et donc, Chantal, oui, c'est vraiment un exemple, quoi, qu'il n'y a pas de... On n'a que les règles qu'on s'impose. Eh bien, À Chantal. on va Chantal. trinquer à Chantal. Chantal. Eh ben merci Claudia, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu continuer sur ces thématiques-là encore Des pendant heures. des heures, Avec clairement. plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas si ce contenu vous a intéressé, s'il vous reste des questions, si ça vous donne des idées de nouvelles thématiques qu'on pourrait aborder, n'hésitez pas, les commentaires sont là, ils sont faits pour vous. Allez-y, exprimez-vous. À bientôt. Bah oui, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Claudia.